Bonjour à toutes et tous, je suis Gaëlle Leray, responsable de la communication et de l'animation du réseau au sein d'AgroParisTech à Lyon. Toute l'équipe est très heureuse de vous accueillir ce soir à la Maison des ingénieurs de l'agro et en ligne sur YouTube et pour la première fois sur LinkedIn pour ce premier débat 2023 des Mardis du Quai Voltaire. En parlant de début d'année, je vous rappelle que la campagne d'adhésion 2023 bat son plein actuellement. Et donc je remercie toutes celles et ceux qui ont déjà renouvelé leur adhésion. Et j'invite celles et ceux qui n'ont pas encore fait à le faire soit sur votre espace personnel sur notre site, soit directement auprès de moi ce soir pendant un cocktail si vous êtes sur place. Par ailleurs, sachez que cette année, l'ensemble du conseil d'administration sera renouvelé lors de notre assemblée générale qui est prévue le 20 avril. Avec une visite d'ailleurs du nouveau campus de Palaiseau prévu pour les alumni. C'est l'occasion de faire partie de l'équipe dirigeante de l'association. Et sachez que l'appel à candidature sera ouvert à partir du 13 février. Grâce à vos adhésions, vous avez le droit de candidater, vous avez le droit de voter, mais aussi vous donnez à l'association les moyens de ses ambitions et notamment vous permettez l'organisation de ce type de manifestations comme celle des Mardis du Quai Voltaire. Et d'ailleurs, j'ai l'honneur de diffuser un peu un spoiler en exclusivité. Sachez que ces débats vont changer très prochainement de nom et seront rebaptisés les Mardis de l'Agro. Prenez date dans vos agendas dès maintenant, car le prochain débat des Mardis de l'Agro est prévu pour le 28 mars sur le thème des parcs naturels régionaux. Tous celles et ceux qui souhaiteraient contribuer à l'organisation de ce débat, qui n'hésitent pas, vous êtes les bienvenus, contactez-nous pour intégrer le comité de pilotage. Et enfin, vous êtes venus ce soir pour débattre sur le thème de l'agriculture et de l'énergie, et notamment de la question du mix énergétique. Donc, je vais laisser Pascal Verdeau, journaliste spécialiste des affaires européennes, prendre le relais pour introduire les enjeux de ce débat et notre panel d'intervenants. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous, et merci d'être là. Bonsoir à tous les agros et à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Quelle est la place de l'agriculture dans le mix énergétique? Avec, je dirais, d'emblée une question: est-ce que les agriculteurs sont des bons petits soldats dans la lutte contre le changement climatique? Comment ce secteur qui émet près de 20% des gaz à effet de serre, sous forme, on le sait, de méthane, c'est la digestion donc de nos bovins, de nos ovins, mais aussi qui émet du protoxyde d'azote, les fameux engrais azotés, s'inscrit-il finalement dans une stratégie, osons le mot, de sobriété, de réduction donc de son empreinte énergétique? En France, il faut savoir que l'agriculture ne représente que 3% de la consommation finale d'énergie. Le secteur, on le voit donc, consomme peu d'énergie, mais émet beaucoup de CO2 et il devra, comme dans la petite fable avec le colibri, faire finalement sa part des choses. Je vous rappelle que l'objectif européen, c'est la neutralité carbone en 2050 avec un objectif intermédiaire, moins 55% de réduction des gaz à effet de serre à l'horizon 2030. La marche est haute, y compris pour la France. Et parmi donc les leviers d'action, il y a bien sûr la production des énergies renouvelables. Je précise que la France est un peu la lanterne rouge, d'ailleurs, à ce sujet dans la classe européenne, mais le projet de loi a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, donc nous allons peut-être rattraper notre retard. Et nous évoquerons bien évidemment aussi, au cours de ce débat, je dirais en filigrane, tout en creux, ce sera le fil conducteur de ce débat, finalement une interrogation avec nos invités ici présents sur notre modèle agricole. Est-ce que l'on peut continuer comme ça, sur une forme d'agriculture productiviste? Je vous présente tout de suite d'ailleurs nos trois invités. Honneur aux dames. Bonjour Madame Deleume. Vous êtes vice-présidente donc du Conseil environnemental de Bretagne, économique et social de Bretagne. Vous êtes ingénieur agro.
fortement impliqué dans le monde associatif, notamment à travers une association qui a fait beaucoup pour lutter contre les nitrates, qui s'appelle Eau et Rivière. Pour être tout à fait clair avec notre public, vous avez eu également un engagement politique en 2015, puisque vous étiez tête de liste dans le département d'Ille-et-Vilaine pour Europe Écologie Les Verts, mais je précise, et vous allez me le dire, que vous n'êtes ni militante, ni encartée, si j'ose dire. Donc ce soir, vous parlez en tant qu'agro. À votre gauche, monsieur Xavier Passemard. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur biométhane GRDF, ancien de l'agro également. GRDF, tout le monde connaît ici, c'est le principal distributeur de gaz en France et en Europe. Vous faites en quelque sorte la liaison entre les gros tuyaux, les transporteurs et finalement les clients. Près de 11 millions de clients en France et en Europe. Le slogan de GRDF, sauf s'il a changé, monsieur Passemard, je voyais, c'est choisir le gaz, c'est choisir l'avenir. Bon, peut-être s'interroger, est-ce que ce slogan est toujours d'actualité aujourd'hui? Enfin, juste à ma gauche, monsieur Pierre-Marie Aubert. Bonsoir. Oui, vous êtes aussi un ancien de l'agro. Il n'y a que des agros ce soir, coordinateur des politiques agricoles et alimentaires à l'IDRI. Alors, l'IDRI, c'est l'Institut du développement durable et des relations internationales. Il faut toujours préciser des relations internationales. Et donc, on démarre donc la première partie de cette table ronde avec un procédé qui est très utilisé dans l'agriculture ou le traitement des biodéchets, la fameuse méthanisation basée sur la dégradation de la matière organique à l'aide de micro-organismes. Jusqu'à présent, on peut dire que cet aspect de méthanisation en France se faisait, si j'ose dire, de manière artisanale, autour de petites fermes, en tout cas, par rapport au développement industriel de la méthanisation en Allemagne, mais on est en train de, là aussi peut-être, de rattraper ce retard avec beaucoup d'implantations prévues et donc de passer à une phase industrielle. Madame Deleume, toute une batterie de questions d'entrée. Pourquoi ce changement d'échelle ? Est-ce qu'il s'agit d'être en accord, c'est le cas de le dire, avec les accords de Paris sur le climat? Quelles sont vos réticences par rapport à la méthanisation? Et pour faire juste un peu de pédagogie, je vous demanderai de commencer par ce point. Comment se présentent des installations de méthanisation? Alors, on voit bien les grandes tours. Comment ça marche? Oui, alors merci de toutes vos questions, sachant qu'il faut être très court. Hein, non. Très court, peut-être sur cette pédagogie. Juste dire, la méthanisation, ce n'est pas un process récent. C'est un process industriel, qui pouvait être artisanal ou industriel, peu importe. C'est un process. Je crois il faut que vous... C'est un process. Et là, vous m'entendez? Voilà, ça va mieux, là. Oui. C'est un process qui n'est pas récent. Voilà. En France, on avait surtout de la méthanisation industrielle liée aux déchets organiques ou au bout de stations d'épuration. Et on a des unités qui ont 30 ans, 40 ans. Hein, donc, ce n'est pas récent en France. Ce qui est plus récent, c'est que ça se soit développé dans le secteur agricole et notamment l'élevage, mais pas que pour l'élevage. Voilà. Et au départ, c'était des toutes petites unités. Bon, personne n'en entendait vraiment parler. Voilà. En agriculture, le premier objectif, au départ, c'était de viser plus d'autonomie énergétique, c'est-à-dire moins de dépendance aux énergies fossiles. Hein, puisque, en fait, un des problèmes au niveau agriculture, c'est le revenu des agriculteurs. Voilà. Et donc, l'objectif, au départ, c'était de diminuer les charges, notamment en termes d'énergie fossile. Et sur la dépendance aux fossiles, il faut préciser qu'on est encore dépendant dans le secteur à hauteur de 80%, quasiment. Même plus. Parce qu'en fait, finalement, on a confondu deux politiques. C'est-à-dire
un choix au départ d'essayer de diminuer les charges au niveau agricole. Et en fait, finalement, très vite, c'est devenu, par la confrontation avec les politiques énergétiques, l'objectif pour l'agriculture, un nouveau paradigme de produire de l'énergie. Voilà. Et donc, à ce moment-là, on a fait une politique de rachat de l'énergie, que ce soit en cogénération et puis maintenant beaucoup plus en injection, puisqu'on réduit, on fait une transformation de moins d'énergie, donc c'est quand même un peu plus efficace, on va dire. Voilà. Donc, on a transformé l'agriculture et l'objet de la méthanisation en agriculture, qui au départ était de réduire les charges et la dépendance énergétique, à la production d'énergie pour la vente. Et là, on a changé complètement de modèle. Et donc, les petites unités ne sont plus à l'ordre du jour. Même si en Bretagne, on a encore beaucoup de petites, moyennes unités. Mais globalement, c'est de plus en plus des grosses unités. Voilà. Donc, comment ça marche? Comment ça fonctionne? Alors, donc, on sait qu'il y a une espèce de gros estomac là, qui fonctionne, qui absorbe des choses et qui produit ce qu'on appelle le digestat, donc qui est une matière organique qui peut revenir. C'est une vache mécanique. C'est une vache mécanique, c'est-à-dire elle mange. Donc, il faut nourrir le méthaniseur, lui donner des intrants, et des intrants qui ont du carbone et de l'azote. Puisque dedans, il y a des petites bactéries, comme pour la panse des vaches. Donc, il faut nourrir ces bactéries et qu'elles se développent. Donc, il leur faut de l'azote et il leur faut du carbone, et du carbone pour faire notamment du méthane. Voilà. Et après, il sort du méthane, mais relativement peu finalement. Il sort à peu près 25-30% de méthane. Et puis, du CO2, à peu près dans la même proportion. Mais tout ça, c'est gazeux, donc ce n'est pas des gros volumes en masse. Et le reste, c'est ce qu'on appelle le digestat. Et c'est essentiellement tout l'azote, plus tous les liquides qui ont été amenés, voilà. Et un peu de reste de matière organique relativement stable et relativement difficile à utiliser par les organismes vivants du sol. On transforme de l'azote organique, finalement, en un composé qui va être plus volatile. C'est là que vous voyez un souci sur le plan de l'environnement. Il y a plusieurs soucis. Il y a plusieurs soucis. Le premier souci, pour moi, ce n'est pas celui-là. Le premier souci, c'est d'utiliser des terres agricoles dont l'agriculture, la première vocation est une vocation alimentaire, et qu'en France, on n'est pas autonome au niveau alimentaire. Il nous manque 9 millions d'hectares sur 50 millions. Il nous manque 9 millions d'hectares, donc ce n'est pas une paille. Et de changer d'orientation les terres agricoles en les amenant à de la production d'énergie, ça ne va pas de soi pour nous d'un point de vue environnemental. Et d'un point de vue vraiment environnemental, il y a deux gros problèmes. Le premier problème, vous l'avez dit, c'est l'azote. On transforme l'azote organique en azote minéral, donc en ammoniac essentiellement, à plus de 70%. Très volatile, et même si on emmène ça avec des pandillards, etc., ça reste volatile. Et vous venez d'une région où il y a déjà beaucoup on est déjà en excès d'azote. Et on a déjà eu des pollutions phénoménales. Voilà. Et en plus, le deuxième problème, c'est que le carbone résiduel, c'est des carbones beaucoup plus stables, puisque les petites bactéries, elles sont comme toutes les autres bactéries et comme toute la faune et nous-mêmes, c'est qu'on va au plus facile, d'accord ? Le moins coûteux en énergie. Et donc, ce carbone stable va être très difficile pour faire vivre les chaînes alimentaires du sol. Bien, on y reviendra. Je voudrais donner la parole à Monsieur Passemard. Monsieur Passemard, donc le GRDF fait un peu la promotion, en tout cas pousse pour un essor de la méthanisation. Quels sont les avantages que vous voyez à ce procédé ? Je dirais, est-ce que dans votre esprit, il y a une double valorisation à la fois de la filière, si j'ose dire, organique, et ensuite et aussi, et de manière complémentaire, de la filière énergétique? Alors, d'abord, simplement pour rappeler qui est GRDF, vous l'avez dit, nous sommes le principal distributeur de gaz en France. Il faut savoir que nous agissons dans le cadre d'une mission de service public. Et compte tenu de la situation historique et du fait que quelques décennies auparavant, on était issu d'un monopole, et pour éviter des excès des positions dominantes,
on est sous le contrôle, j'allais dire quasi permanent, de la Commission de régulation de l'énergie. Donc, on a une première mission qui est de distribuer le gaz dans des conditions de sécurité absolues. Et on a une autre mission qui, dans le cadre de la transition énergétique, est de favoriser l'émergence des gaz renouvelables. C'est-à-dire que, et on le vit aujourd'hui, le contexte actuel, vous le connaissez bien, il devient évident à chacun, c'est que le gaz fossile aujourd'hui représente à peu près 1/5 des consommations finales. Il a, je dirais, cet inconvénient majeur d'être un gaz fossile et de provenir en partie de pays avec lesquels on n'a plus forcément envie de faire des transactions, pour des raisons que vous connaissez bien. Et donc, mais ça, on est en train d'en sortir. Alors, on est en train, par rapport au gaz russe. On est en train d'en sortir. On n'a pas complètement réglé, loin s'en faut, la problématique de substitution des énergies fossiles, puisqu'on fait venir d'autres énergies fossiles gazeuses d'autres pays. On a juste changé de type de fournisseur. Et donc, tout ça pour dire que quand vous dites on fait la promotion, on a cette responsabilité dans le cadre des politiques qui ont été menées, de faire en sorte de faciliter l'émergence des gaz renouvelables en France. Et le premier gaz renouvelable aujourd'hui, je dirais accessible, et on l'a dit, selon un processus qui existe depuis Mathusalem, hein, on n'a pas... c'est la méthanisation. Alors, juste pour revenir quand même sur l'histoire de la méthanisation... alors forcément, on a des visions qui parfois peuvent diverger ou en tout cas n'être pas totalement convergentes. La première génération de méthanisation, c'est la cogénération. Et donc, en effet, c'était au service, et ça continue à l'être, de petites installations en cogénération, polyculture élevage, souvent un agriculteur ou deux ou un GAE qui se lance. Et en termes de nombre, ça représente quand même presque 1 millier d'unités de méthanisation par cogénération, donc production de chaleur et d'électricité en France. Des petites opérations qui étaient adaptées au type de méthanisation. Ce qui a changé, ce qui est récent, et c'est là où on est quand même sur une approche assez nouvelle, c'est ce qu'on appelle la méthanisation par injection. Je crois que le micro a quelques soubresauts de temps en temps. Non, a priori, c'est bon. La méthanisation par injection, c'est au lieu de produire de l'électricité et de la chaleur, on va épurer le biogaz, on va en faire du biométhane qui aura exactement les mêmes caractéristiques que le gaz naturel qui est importé des autres pays. Et en effet, ce type d'unité est beaucoup plus récente. Les premiers tarifs de soutien qui ont permis de lancer la méthanisation datent de 2011. Les premières opérations agricoles datent de 2013. Et la croissance très forte qu'on connaît sur ce secteur-là, elle date de 4 ans. Hein. Donc on est sur une filière, paradoxalement, sur un processus très ancien, ancestral, j'allais dire, mais sur une filière relativement jeune en termes de croissance et particulièrement dynamique puisque les taux de croissance sont de l'ordre de 60 ou 70%. Dans cette production, si vous permettez, pour vous, l'enjeu, si je comprends bien, c'est la diversification dans cette nouvelle approche. L'enjeu, c'est de faire en sorte que dans des conditions raisonnées et raisonnables, se développent les gaz renouvelables en France pour remplacer les gaz fossiles. C'est l'objectif tel qu'il est fixé. Donc le biogaz. Et alors, je suis obligé de réagir par rapport à ces notions d'intensification et d'industrialisation. On est sur le modèle français. Et le modèle français, il a cette particularité, c'est de s'être, on va dire, contre-inspiré des modèles qu'on ne voulait pas suivre, et notamment le modèle allemand. Le modèle allemand, on est très particulièrement sur une approche qui consistait à prendre des terres agricoles, mettre du maïs, faire de l'ensilage maïs, alimenter des méthaniseurs. Et donc, on était sur un accaparement des terres agricoles pour faire l'énergie. Le modèle français, il a voulu être totalement l'inverse de celui-là. C'est-à-dire que
il y a des dispositions aujourd'hui réglementaires qui font que, pour vous donner juste un exemple, on ne peut pas utiliser des cultures dites alimentaires pour alimenter un méthaniseur au-delà de 15%. C'est un garde-fou. Et je pense que d'ailleurs, dans les années à venir, ce 15%, qui dans les pratiques est plutôt proche de 4-5%, en Bretagne, je crois, c'est de l'ordre de 5% ou 7%, va baisser. Et donc, on n'est pas du tout sur une méthanisation industrielle. La moyenne des opérations de méthanisation par injection en France, c'est de l'ordre de 18 gigawattheures. 18 gigawattheures, c'est à peu près 20 000 tonnes. Alors je vous donne un contre-exemple qui montre ce que c'est qu'une méthanisation industrielle. Il y a le Danemark. Le Danemark, oui. Les unités font entre 150 000 et 750 000 tonnes. Ça n'a strictement rien à voir. Et juste pour dire aussi, parce qu'on a tendance à penser qu'on est sur une phase d'industrialisation, il y a eu un premier tarif qui a soutenu la méthanisation. On est passé à une révision de ce tarif parce que la filière a avancé. Le nouveau tarif qui a été mis en place pour la méthanisation privilégie les effluents d'élevage. Et aujourd'hui, les opérations qui émergent dans le cadre de cette nouvelle politique de tarification et de soutien à la méthanisation sont des opérations qui sont beaucoup plus petites, qui sont à peu près à 11 ou 12 gigawattheures et qui reviennent sur l'accompagnement des exploitations agricoles, polyculture, élevage. Donc, la simplification qui laisserait penser à un moment donné que la méthanisation, c'est un outil d'intensification de l'agriculture, dans la pratique, on ne le voit pas, on ne le constate pas, et il n'y a pas de corrélation sur le sujet. Vous êtes donc en train de nous dire, et de dire à Madame Delhomme, qui est en train de protester, que vous ne cherchez pas à faire du gros volume, si j'ose dire. Hein, avec cet exemple un peu repoussoir qui est le Danemark, on est sur des tonnages extrêmement importants, et vous précisez donc que vous n'allez pas utiliser des terres agricoles où on plante du maïs destiné à l'élevage, c'est pas votre propos. Les principaux intrants qui servent à alimenter des méthaniseurs sont des résidus de biomasse agricole, ce sont des effluents d'élevage, et ce sont des cultures dites intermédiaires. Les cultures dites intermédiaires, c'est des cultures qui se placent entre deux cultures principales, avec ce qu'on appelle, le jargon, c'est cives d'été, cives d'hiver. Et donc, ça ne vient pas en concurrence directe avec les cultures alimentaires. Je ne dis pas que ce n'est pas sans effet sur les cultures alimentaires. Je dis simplement, ça n'est pas en concurrence en termes de surface agricole occupée. Les cultures en intercalaire entre deux cultures principales et la plupart du temps en substitution de SIPAN dans la mesure où ça permet une couverture des sols avec tous les effets bénéfiques que ça peut procurer, à la fois en termes de non-lessivage, mais aussi en termes de stockage du carbone dans le sol. Donc, je sais que nous n'avons pas des visions totalement convergentes avec FN de Bretagne, on le sait, on a eu plusieurs débats, mais de ce point de vue-là, je ne peux pas laisser ce lien direct avec méthanisation et intensification et industrialisation, ça n'est pas quelque chose que l'on constate. Et je le dis aussi parce qu'on a cette chance en tant que distributeur de gaz, c'est nous qui recevons l'injection du gaz sur les réseaux. On voit les 90% des opérations, des unités de méthanisation sur notre réseau. On a compris votre propos. Madame Delhomme vous répond. Alors, rapidement. Il y a quand même des très grosses unités qui arrivent en France. On en a au moins 3 qui sont sur 500 000 tonnes par an d'intrants. Hein. Donc, on va parler de la suite, si vous voulez, oui. Voilà. Hein, donc, au moins 3. Et on a celui de la Coperle, qui est lié au cochon hors sol, qui a été celui qui nous a hérissé le poil le plus. Voilà. Et qui a été l'objet aussi de la révision de notre positionnement. Donc nous, on soutient que ça soutient l'intensification et notamment les élevages hors sol en Bretagne. Je ne dis pas ailleurs, mais ailleurs, notamment Île-de-France, nord de la France. On a de plus en plus, du fait de l'injection, donc de la destination de l'énergie produite directement en méthane pour de l'injection dans les réseaux, on a de moins en moins d'intrants d'effluents. Alors là, les études sortent. Là, en ce moment, vous en avez plein. Vous en avez une de l'ADEME qui vient de sortir. Il y en a une qui vient de sortir aussi, nous, du suivi de l'Adréal Bretagne et de la Chambre régionale d'agriculture.
Donc, on a tous les chiffres. Ça vient de sortir là, il y a 2 mois, entre 2 mois et 6 mois. Donc, on voit que plus ça va, et avec l'histoire de l'envolée des prix du gaz, la Russie, etc., presque tous les méthaniseurs en injection en place ont doublé quasiment leur volume de production. Et donc, le jeu de dire « Ah ben non, mais on n'a pas plus de 15% de culture alimentaire », mais c'est absolument une arnaque. Puisque les cives, alors on a 7% en moyenne, par exemple en Bretagne, en remplacement de culture alimentaire principale. Mais les cives, l'essentiel des cives, de plus en plus, alors on pourra toujours trouver des cas qui ne le feront pas, mais c'est marqué aussi dans les rapports, de plus en plus, c'est aussi du maïs. C'est-à-dire les cives, c'est aussi en maïs. D'accord? Parce que vous pouvez mettre le maïs en culture primaire ou en culture secondaire. D'accord? Et puis après, vous mettez autant d'herbes que vous voulez, puisque l'herbe ne rentre pas dans les volumes. D'accord? Donc, tout ça, c'est un micmac qui n'a aucun sens, sinon, sur le papier, pour avoir toutes les aides et pour avoir le prix de rachat. Mais la réalité, c'est quand même, on a une tendance à la baisse de l'élevage. Et les agriculteurs sont très embêtés, et ça va être de plus en plus qui vont être embêtés, parce que ça fige les systèmes de production. Vous comprenez qu'à partir du moment où il y a des agriculteurs qui se sont engagés à produire, ils ont des contrats de 15 ans, 20 ans. Donc, c'est une nouvelle intégration. On avait l'intégration en élevage Orson, notamment. Maintenant, on va avoir l'intégration énergétique. Merci, Madame Delemont. On n'arrivera pas à vous départager. Je voudrais donner la parole à Monsieur Aubert aussi, quand même. Je voudrais réagir. Je ne veux pas faire une partie de ping-pong parce que ce n'est pas l'objet. Comme vous l'avez compris, on n'a pas forcément la même vision des choses. Et il y a un point sur lequel on est d'accord, c'est que la méthanisation a tendance à figer les installations telles qu'elles existent. Et si on regarde les études qui ont été faites, mais elles figent autant les unités, les grosses unités, que les petites unités. Et il n'y a pas, un effet lié. Enfin, la méthanisation n'est qu'un atelier supplémentaire dans une unité de méthanisation. Après, juste pour rebondir, parce que c'est intéressant par rapport à la complexité du sujet aujourd'hui dans lequel on se place, sur l'évolution de la production de biométhane. Avec la hausse des prix du gaz, à un moment donné, il est vrai, pour des raisons, conjoncturelles temporaires, puisque la question ne se pose plus aujourd'hui, puisque les prix du gaz ont rebaissé de façon drastique, que les agriculteurs qui avaient des unités de méthanisation avaient intérêt à produire plus que ce pourquoi ils sont rémunérés en termes de soutien à l'État. Ils l'ont fait pendant quelques mois parce que les prix de marché étaient très élevés, ils étaient anormalement élevés. De toute façon, on est très très loin du doublement. On est sur des productions qui sont majorées de 10 ou 20%. Mais j'ai tendance à dire, quand on est dépendant du gaz fossile et qu'on a la chance de pouvoir utiliser de la biomasse qui va servir à remplacer ce gaz fossile et en plus au service des territoires, pourquoi s'en priver? Voilà. Bien, je voudrais donner la parole à monsieur Aubert. On va changer de région avec lui. Il est peut-être un témoin, je dirais, moins passionné. Vous, à l'IDRI, vous avez regardé assez attentivement cette région Grand Est, Alsace, Lorraine jusqu'à la Champagne. Je voyais récemment que le président du conseil régional de la région voulait, en termes de méthanisation, faire de sa région une région pilote pour la France, avec expérimentation française, puis extrapolation au niveau européen. Il se situait d'ailleurs, ses propos se situaient dans le cadre de la présidence française il y a un an. Quelle est la situation dans cette région ? Ouais, peut-être je vais répondre en faisant juste un petit détour en amont. C'est juste pour resituer, parce que je n'ai pas la prétention de départager mes deux collègues, mais simplement dire de quoi on parle. En fait, si on parle de méthanisation, c'est parce qu'à un moment donné, on s'est dit il y a un besoin de produire de la biomasse au service de la substitution du carbone fossile. Il y a d'autres promesses que Mme Delhomme a évoquées, le revenu agricole, la transition agroécologique avec les cibles, etc. Mais par rapport à l'enjeu de décarbonation du secteur agricole, on s'est dit il faut de la biomasse de substitution. On sait qu'un système alimentaire qui va répondre aux enjeux environnementaux du moment, parce qu'il y a un changement climatique, il va faire au moins 3 choses et en fait 4.
La première, c'est effectivement peut-être produire plus de biomasse en substitution au carbone fossile, soit en tant que matériau, soit en tant qu'énergie. La deuxième chose qu'il doit faire fondamentalement, c'est de réduire ses émissions en valeur absolue, pas en efficience. Pas en efficience carbone par kilo, c'est en valeur absolue. La troisième chose qu'il doit faire, c'est le secteur des terres dans son ensemble et l'agriculture en particulier, c'est de stocker du carbone. Et la dernière chose qu'on doit faire, si on est sérieux avec le capital productif des agroécosystèmes, c'est qu'on doit faire les trois choses que je viens de dire, tout en réduisant l'impact de nos systèmes agricoles sur la biodiversité et en restaurant les capacités productives de nos agrosystèmes. C'est ces quatre choses-là qu'on doit faire en même temps. Ce n'est pas un petit challenge. Et du coup, quand on se pose la question de quelle méthanisation on veut pour demain, c'est ça qu'il faut qu'on regarde. On doit se demander simultanément à quoi contribue cette méthanisation. Est-ce qu'elle contribue à stocker? Est-ce qu'elle contribue à réduire nos impacts sur la biodiversité? Est-ce qu'elle contribue à réduire les émissions au total et de quelle manière? Et est-ce qu'elle contribue? Évidemment, oui, à produire du carbone de substitution renouvelable au carbone fossile. Et je pense que du coup, une fois qu'on fait ce pas de recul, on regarde un petit peu les choses d'un peu plus loin, avec un peu plus peut-être de nuances, j'allais dire, même si c'était déjà très nuancé ce qui a été raconté. Il me semble que dans ce qui a été dit et dans la question que vous posez sur le Grand Est, la question qui anime les débats parisiens peut-être, c'est est-ce que la taille du gisement est comparable avec les volumes de biogaz qu'on veut produire? Est-ce qu'il y a assez de biomasse pour faire tout ça sans casser le jouet, en quelque sorte? Et sur le papier, sur le papier plutôt, pas en réalité, sur le papier, on a toujours l'impression que oui, il y a plein de biomasse. Et on se dit, il y a un gisement au niveau national de 100, 120, 140, 150 TWh, sans toucher aux cultures principales, c'est ce qui a été dit, en jouant sur les cultures intermédiaires, en jouant sur le recyclage des effluents d'élevage, etc. Quand on va voir et on se dit, on peut faire ça, et on a une promesse, on a une double promesse, même triple promesse, de production de biomasse renouvelable, d'amélioration du revenu, parce qu'on crée un nouvel atelier dans la ferme, et de transition agroécologique, parce que ce faisant, on va faire des cultures intermédiaires, on va peut-être même stocker un petit peu de carbone, c'est un peu compliqué quand même, et puis on va permettre de diversifier, de réduire les IFT, de réduire un petit peu la mobilisation d'azote minéral. Ça, sur le papier, ça marche impeccable. C'est super. Et même, j'irais dans le sens de M. Passemard, le cadre de politique publique dont la France s'est dotée, parce qu'il y avait tous ces objectifs sur la table, va plutôt dans le bon sens. Je suis d'accord avec vous, je partage tout à fait ça. Maintenant, comme dit le proverbe, il y a loin de la coupe aux lèvres, et le déploiement réel de la méthanisation, il n'est pas tout noir et il n'est pas tout blanc. Il est très gris. Et c'est ça qui rend très compliqué cette discussion-là. Il y a plein de choses très intéressantes qui se font, il y a aussi des choses très déconnantes, et puis au milieu, il y a plein de trucs très gris. Ce que j'appelle un truc très gris, je vais prendre le cas du Grand Est, parce que c'était votre question, c'est une unité de méthanisation qui va se développer sur un territoire ou à la ferme, selon la taille du méthaniseur, et qui va effectivement permettre des formes de transition extrêmement intéressantes chez l'agriculteur, mais qui, comme ça a été dit juste avant, vont en fait l'amener jusqu'à un certain point. Ce certain point, c'est une légère réduction des IFT, en général, c'est quand même pas fou. C'est une légère rediversification des rotations, mais souvent il se fait rattraper par le maïs, quand même, parce que c'est vachement méthanogène, c'est hyper intéressant. Et puis, c'est une légère réduction du recours à l'azote minéral. En fait, c'est que léger, parce que en réalité, le digestat, c'est quand même assez compliqué à épandre. Il faut un pendillard, il faut une tonne, il faut machin. On se galère. Et donc, en fait, il y a des améliorations, il y a un peu d'optimisation. Mais très rapidement, notamment aussi pour raison des investissements, l'agriculteur ou les agriculteurs engagés dans ce développement-là, ils se retrouvent un peu au taquet. Ils ont fait le max de ce qu'ils pouvaient faire et en fait, ils n'iront pas plus loin. Alors, certains diront, vous regardez le verre à moitié vide, vous êtes pas sympa, c'est pas cool. Et effectivement, il ne s'agit pas de jeter la pierre, c'est pas la question. Mais la question qu'on doit se poser collectivement, c'est comment on fait le pas d'après et est-ce que les installations de méthanisation qu'on a aujourd'hui, elles nous permettent de faire le pas d'après? Est-ce que le cadre législatif qu'on a, il nous permet de faire le pas d'après? Je pense que la réponse, c'est ni oui ni non, mais qu'il faut la construire collectivement et qu'aujourd'hui, plutôt pas, mais qu'il y a plein d'opportunités pour le faire et que c'est ça qu'il faut construire. Alors, dans ce déploiement, juste une précision, dans ce déploiement dont vous parlez, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, de grosses sociétés, coopératives, etc. Est-ce qu'il y a, selon vous, ce qu'on pourrait appeler des conflits d'usage
entre ce que Madame Delhomme appellerait les énergiculteurs et les autres, mais aussi au sein même des méthaniseurs. Ouais, très rapidement. Et puis je pense que Xavier Passemard aura aussi un retour, enfin vous aussi Madame Delhomme là-dessus, hein, mais quand je disais que sur le papier ça marche très bien et qu'on peut se dire 120, 130, parfois 160 TWh, personnellement j'y crois pas beaucoup avec ce que je vais dire. En fait, ce qu'on a pu constater, hein, donc le travail de doctorat de Jeanne Cadiou qui est en train de se terminer en codirection entre l'INRA et moi-même, visait à diagnostiquer un peu ce qui se passe dans le Grand Est, où on est à ce stade bien en deçà en fait, hein, du niveau de mobilisation de biomasse qui a été considéré par le schéma de mobilisation de biomasse régionale comme étant l'optimum qui permet de cocher toutes les cases. On est encore assez en deçà. Et ce qu'on constate, c'est que même en étant très en deçà de ce qu'on s'est dit sur le papier qui était bien, on est déjà dans des tensions extrêmement fortes entre méthaniseurs individuels ou collectifs, tensions qui s'exacerbent, et c'est là ce que vous me demandiez, et puis après je laisserai la main à mes collègues, du fait de l'arrivée sur le marché, entre guillemets, de la méta et de la biomasse, en fait, parce qu'il y a un gros marché de la biomasse, hein, on est en train de monétiser tout ce qui est jus de l'agro-industrie, etc. Donc il y a une valeur autour de ça, et donc c'est de plus en plus difficile de le capter. Ce marché de la biomasse, il est de plus en plus en tension, et se positionnent dessus, effectivement, de nouveaux acteurs collectifs, notamment industriels, on va dire, hors secteur agricole, plutôt agro-industriel, et nouvellement des coopératives avec des projets d'installation. Et c'est assez frappant parce que ce qu'on voit émerger, c'est des opérateurs qui disent « mais moi, je suis déjà en lien avec tout le monde. Je suis COP, j'ai l'amont agricole, j'ai l'aval industriel. En fait, je suis le mieux placé pour valoriser cette biomasse-là. » Et les agriculteurs qui voient arriver ça, ils disent « mais attendez, moi je suis sociétaire de la COP, qu'est-ce qui se passe là? Je vais perdre mes gisements de biomasse, vous êtes en train de mettre en danger mon méthaniseur. » Et donc, on est déjà en deçà, je terminerai là-dessus, on est en deçà de ce qu'on s'est dit qui était un optimum raisonnable. Et en fait, indépendamment des questions environnementales qui existent par ailleurs, on voit déjà que c'est très compliqué en termes de coordination des acteurs. Voilà, gros point d'interrogation à mon sens. Juste une dernière précision, et je donne la parole à Monsieur Passemard. Le Grand Est, c'est quoi dans les objectifs? Environ 300 méthaniseurs Voilà, l'objectif, on est sur une pente. Alors, en Grand Est, effectivement, il y a eu une politique très volontariste. Et aujourd'hui, on a un objectif de 340 méthaniseurs à 2023-2024. Donc, ça va vite. La plupart en injection, sur base de grandes cultures. Un petit peu de cogé quand même encore, mais ce n'est pas ça qui est en file d'attente. Monsieur Passemard, et après Madame Delhomme. Oui, juste deux réactions. Sur la différence entre ce qu'on voit sur le papier et la pratique, on est complètement en phase. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu aujourd'hui sur la filière de formation, d'accompagnement, pour que les bonnes pratiques, et prenons juste l'exemple de l'épandage, si un agriculteur ne respecte pas les bonnes pratiques d'épandage du digestat, dont on l'a dit, il y a une forme minéralisée plus importante, donc des risques d'émissions d'ammoniac et donc de particules fines. Oui, on a un risque à ce niveau-là, mais c'est pas parce que on va dire il y a ce besoin-là et la filière doit se professionnaliser, les acteurs doivent se professionnaliser, que d'une certaine façon, on doit remettre en question des ateliers de méthanisation dans les exploitations qui peuvent apporter énormément à différents points de vue. Donc ça, c'est la première chose. Et il n'y a aucune ambiguïté sur ce constat-là. Et la fameuse thèse auquel il est fait référence montre en effet qu'il y a des gens qui se comportent, on va dire, bien en termes de pratique, d'autres qui se comportent moins bien en termes de pratique, puis des gens qui continuent à pratiquer comme ils pratiquaient avant. Donc, mais c'est important parce que, et on pourra le dire par la suite, toutes ces filières qui se développent sur des secteurs assez fragmentés demandent un accompagnement de formation. Et si moi j'avais juste un signal ou en tout cas un message à donner, c'est certainement sur la formation et l'accompagnement de la méthanisation qu'il y aurait des efforts à faire en termes de formation. Après, sur la tension et les conflits d'usage, on peut se dire, oui, aujourd'hui, il y a 9 TWh, on est en train de parler de 130 ou 140 TWh. Qu'est-ce que ça va être en termes de conflits? Nous, en termes de modèle, et c'est là où les pouvoirs publics ont aussi leur rôle à jouer, la meilleure sauvegarde, la meilleure, protection et défense des conflits d'usage, c'est de s'assurer que les unités de méthanisation qui émergent
et qui vont, je dirais, produire du biométhane sur le territoire, sécurisent un niveau d'intrants qui ne les rend pas dépendants d'autres intrants qu'ils ne maîtrisent pas. Toutes les unités de méthanisation qui se sont lancées en se disant il n'y a pas de problème, j'ai un peu de biomasse, je vais pouvoir aller en chercher à l'extérieur, oui, c'est susceptible de créer à la fois une augmentation des prix et une tension avec des conflits d'usage qui peuvent être très importants. Et nous, ce qu'on revendique dans un modèle raisonné, c'est de faire en sorte que, et c'est pour ça qu'on aime bien le modèle agricole, c'est que les agriculteurs qui se lancent maîtrisent 70 à 80% de leurs intrants et ils peuvent le faire grâce aux cives, ils peuvent le faire aux effluents. La deuxième chose, et ça sera nécessaire et on en est complètement convaincu, sur les territoires, il faut absolument mettre en place des observatoires. C'est-à-dire le marché, laisser le marché avancer, c'est une chose. On sait très bien qu'il peut y avoir des excès. Aujourd'hui, et même sur l'été dernier, on a constaté un certain nombre de tensions qui pouvaient exister. Aujourd'hui, elles sont peu nombreuses, mais on peut extrapoler le fait qu'elles puissent être un peu plus nombreuses. Il sera nécessaire d'avoir des observatoires pour observer ces conflits et les quantifier, puisqu'aujourd'hui, on parle plus, je dirais, d'impressions et d'idées qu'on peut avoir, et qu'à un moment donné, il faut pouvoir dire ce que ça représente en termes d'enjeux sur les territoires. Madame Deleume, peut-être une réponse rapide et après on donnera la parole à la salle ainsi qu'aux questions sur les réseaux sociaux. Alors moi, je reviens au point de départ. Pourquoi vouloir que l'agriculture produise de l'énergie alors qu'il nous manque 9 millions d'hectares pour être en autonomie alimentaire? Ça veut dire qu'on est obligé d'amener, par exemple, l'équivalent de la Bretagne en soja, de déforestation. Voilà. Non, mais ça, c'est la réalité. On a besoin d'être aussi en autonomie énergétique. Ah, mais d'accord, mais il faut d'abord manger avant de dépenser de l'énergie. C'est vrai. OK ? Ça, c'est le triangle de Maslow. Donc, franchement, je pense que la première question à se poser, c'est la cohérence de la politique agricole et alimentaire avant de vouloir faire que l'agriculture produise de l'énergie. Je rappelle encore que le départ, c'était pour que l'agriculture soit un peu moins dépendante des énergies fossiles et qu'en fait, on a mis un plan pluriannuel énergétique intégrant l'agriculture dessus. C'est-à-dire on a fait une politique énergétique sans finaliser une politique agricole. Est-ce que vous pouvez nous donner très rapidement un ordre de grandeur? En fait, dans votre propos, vous êtes en train de nous dire que pour produire une calorie alimentaire, il faut quoi? Il faut 10 calories énergétiques? Il y a des ordres de grandeur? Oui, il y a des ordres de grandeur. Oui, on est à peu près à ça aujourd'hui. On est très très mal. Notre bilan énergétique alimentaire est très mauvais. Il est très mauvais parce que. Mais je pense que oui, tu as plus de chiffres que moi. Mais je vous en prie, voilà, oui, c'est un chiffre qui vous semble. Non, le taux de conversion me choque pas. C'était simplement pour bien ramener aussi, reprendre encore un pas de recul par rapport à ce que dit Mme Deleume. Je pense que c'est hyper important ce que tu dis, mais il me semble important de se rappeler quelle est la raison structurelle pour laquelle on est importateur. Parce que la réponse immédiate à se dire on est importateur si on produit plus, c'est l'affaire à régler. Bon, la réalité, c'est qu'on est quand même à peu près au taquet du potentiel agronomique maximum de la plupart de nos régions agricoles. On est à 90-95% de ce qu'on estime être le potentiel agronomique maximum. Donc, l'offre agricole en calories totales, on ne va pas réussir à trop l'augmenter beaucoup. Et la raison pour laquelle on est déficitaire aujourd'hui, en France comme en Europe, l'Europe aujourd'hui est importatrice nette de calories, pour ceux qui ne le sauraient pas, pour donner les chiffres de la FAO à l'appui. La raison pour laquelle on est importateur net de calories, ça a été dit, c'est parce qu'on importe une quantité très importante de feed, d'alimentation pour nos animaux, qui dépasse caloriquement tout ce qu'on réexporte. Aujourd'hui, on importe entre 30 et 40 millions de tonnes de tourteaux de soja chaque année pour nos bestioles. Et je termine, on bouffe à peu près 100 grammes de protéines par jour. On en a besoin de 55, tout va bien. Et sur ces 100 grammes de protéines, il y en a 65 qui viennent des protéines animales. On en a besoin de 28. 35 si vous êtes généreux et que vous prenez de la marge. Certains disent, vous êtes un salaud, vous voulez faire le plan alimentaire et nous obliger à manger ce qu'on doit manger. Pas de problème, c'est un choix sociétal. Mais ce choix sociétal, il faut l'assumer jusqu'au bout. Il n'y a pas tellement d'options physiques pour continuer à manger 65 grammes de protéines animales par jour en faisant tout le reste qu'on a dit tout à l'heure. Voilà. Bien, merci. Choix sociétal. On va s'efforcer maintenant de donner la parole
à la petite société qui est autour de nous, mais aussi à tous ceux qui nous suivent. Qui veut poser la première question à nos invités? Peut-être avant de passer la parole à la salle, on a quelques questions sur le chat, et deux notamment que je vais rassembler. Une première d'Éric Martin qui demande: pourriez-vous apporter quelques précisions sur les digestats, leurs inconvénients et éventuellement leurs avantages? Et une autre de Xavier Dutheil qui s'y raccroche, qui est: est-ce que le fait de réutiliser des résidus agricoles provoque un appauvrissement dans le sol, et puisque la matière organique est déjà décomposée et qu'elle ne se décomposera pas dans le sol. Madame Delhomme, peut-être sur les digestats, tout dépend de ce qu'on met en amont dans le méthaniseur. Oui, il sort ce qui rentre, moins le CH4 et les autres gaz, le CO2 et l'H2S, etc. Mais en tous les cas, globalement, on met plus d'azote, puisque ça a été dit, et je ne suis pas d'accord sur les chiffres, mais globalement, on amène 30% au minimum dans les digesteurs, 30% qui n'étaient pas produits sur les fermes. Donc on amène dans ces 30% de volume, on a du carbone, mais on a aussi de l'azote. Donc on va répandre sur les sols plus d'azote que historiquement avec les sols production animale. Donc on crée, et je parle là pour la Bretagne, on crée encore un surplus d'azote. Enfin, vous savez tous, je pense, qu'on est en excès d'azote en Bretagne, dû notamment à l'élevage hors sol et qui est lié à l'importation de protéines du soja, etc., de déforestation. Donc, on va créer encore plus d'excès d'azote en Bretagne. Ça, c'est évident. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que dans les digestats, on a aussi, puisque c'est tout un mélange, et c'est un mélange mésophile, donc en 37-40 degrés, hein, on a tout un mélange de bactéries, de risques d'antibiorésistance, etc., enfin d'antibiotiques, machin et tout. Et tout ça, on va le répandre. Et on le répand notamment pour... Alors, c'est moins vrai pour les méthaniseurs d'une ferme unique, parce que l'agriculteur reste maître, entre guillemets, de ce qui rentre. Mais pour les méthaniseurs de plus grande échelle, ça va être répandu sur les terres de manière aléatoire. Donc, vous allez remettre sur des terres qui n'étaient pas forcément vos effluents, les effluents de votre exploitation, mais les effluents d'un ensemble d'exploitations. Donc, il y a un risque qui n'est pas négligeable, parce que c'est étudié d'ailleurs par l'INRA, c'est étudié par le CNRS, etc. Il y a un risque qui n'est pas négligeable sur la bactério-pathogène et les pathogènes. Et puis, le dernier point sur le problème des digestats, on l'a dit tout à l'heure, c'est que non seulement on a plus d'azote qui va être épandu, et un azote extrêmement volatile à base d'ammoniac, donc à base l'ammoniac est un précurseur des particules fines, hein, donc de problèmes de poumons à nous humains. Hein. Et le deuxième problème, c'est que le carbone qui va rester, et ça dépend aussi de la durée de digestion du méthaniseur. C'est-à-dire qu'il y a des méthaniseurs qui vont tourner à peu près 40 jours avec la même soupe, d'autres 30 jours, d'autres 60 jours. Bon, je pense que la moyenne, c'est 40-45 jours maintenant. Ça s'est un peu stabilisé. Mais en tous les cas, plus le méthaniseur, plus ça digère longtemps, vous comprenez bien, moins il reste de carbone labile, donc de carbone utilisable par notre chaîne alimentaire du sol. Or, vous savez que la richesse la plus importante pour l'humanité, c'est la fertilité des sols agricoles, des terres arables. C'est la chose la plus importante au monde, avec l'air et l'eau. Bien, peut-être... oui, je voulais compléter le propos. Oui. Non, ce qui est intéressant aujourd'hui dans la démarche qui conduit des agriculteurs à se lancer dans la méthanisation, en réalité, c'est le fait de pouvoir accéder à du digestat pour apporter un fertilisant organique sur la terre. Alors, je comprends la situation de la Bretagne, qui est une situation assez particulière et critique en termes d'azote. Mais il ne faut pas oublier que sur une grande partie de la France entière, il y a des besoins de fertilisation, et que c'est la motivation. Vous savez, les agriculteurs, ok, on produit du biométhane, mais la motivation principale, c'est d'accéder à du digestat pour mettre sur les terres. Ça, c'est la première chose. Après, sur la particularité de la méthanisation telle qu'elle est imaginée en France, et je ne comprends pas pourquoi on dit on est en train d'empiéter les terres, dans la mesure où on est sur de la culture intermédiaire, donc on n'empiète pas sur de la surface agricole de toute façon, et ça ne résout en
rien le problème. C'est les cultures intermédiaires ont cet avantage d'avoir des périodes de maturation qui sont, j'irais, suffisantes pour développer des systèmes racinaires importants, et qui fait qu'en réalité, on arrive à enrichir le sol en carbone par rapport, par exemple, à des scipiens, parce que justement, le système racinaire a plus de temps pour se développer. Et en plus, c'est un autre point important, et ça répond aux résidus qu'on peut laisser sur les champs. Les cives sont eux-mêmes fertilisés avec du digestat. Donc, les digestats qui sont produits à partir de résidus agricoles sont remis en terre pour alimenter la culture des cives. Et c'est un cercle, on va dire, particulier, et qui fait la particularité de la méthanisation en France, et qui la rend, on va dire, plus vertueuse que d'autres façons de faire la méthanisation dans d'autres pays. Une réponse très courte, Madame Delhomme. Je voudrais qu'on prenne d'autres questions, s'il vous plaît. Je vous ai dit que 70% au moins de l'azote organique est transformé en azote minéral. Et donc, une volatilisation extrême. Vous pouvez lire dans la littérature, là, il y en a plein, la littérature sur la volatilisation. De l'ammoniac, c'est à peu près la même chose que l'urée. Donc, ça veut dire que les agriculteurs, et là, on a encore les chiffres, hein, il y a les chiffres des différentes DREAL, hein, puisqu'il y a des observatoires, ils existent, hein, ils sont faits par les DREAL. Et donc, en moyenne, en Bretagne, ça réduit de 7 kg d'azote par hectare. Donc, c'est très faible. Voilà. Très, très faible. Et parce que les agriculteurs, ils se rendent bien compte que ça. Voilà. C'est un azote qui est très. Qui fonctionne très, très fort, mais qui va se volatiliser tout de suite ou être lessivé s'il pleut. Merci. Y a-t-il des questions dans la salle, s'il vous plaît? Oui. Jeune femme. Oui, on vous en. C'est une question par rapport Non, alors attendez. Non. Ça marche? Oui. Ah, ben voilà. C'était une question par rapport au problème de vocation agricole, de terres agricoles, alimentaires et énergétiques. On sait aussi que, par exemple, il y a énormément de terres agricoles qui disparaissent sous l'urbanisation. Donc, je ne sais plus exactement quel est l'ordre de grandeur, mais tous les 10 ans, je sens que c'est un département ou quelque chose. Oui. Dans quelle mesure le changement de vocation de terres agricoles, de alimentaire à énergétique dont vous parliez, est menaçant par rapport à l'alimentation française, comparativement à ce changement de vocation-là, puisque dans tous les cas, les agriculteurs restent finalement maîtres de ce qu'ils font, et ça reste une agriculture, parce qu'on fait pousser quelque chose dessus, contrairement à un parking. Je vous en prie. En fait, moi, j'ai pas une réponse chiffrée et unique. Ce qui est important de regarder, c'est le bilan global. Et effectivement, quand je dis tout ce qu'on doit faire avec l'agriculture, réduire les émissions, produire plus de biomasse renouvelable, tout en améliorant les impacts sur la biodiversité, on doit faire ça en tenant compte effectivement de ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la pression urbaine, donc d'artificialisation des terres. Et c'est là que du coup, on se pose la question des équilibres offre-demande en biomasse. Et donc, je remets votre question dans un contexte plus large. Finalement, la question que nous, on se pose à l'IDRI, c'est en 2035, on peut s'attendre à quel genre d'équilibre offre-biomasse en fonction de toutes les tendances qu'on regarde aujourd'hui et dont on se dit qu'il y a un certain nombre d'entre elles qu'on ne va pas réussir à contrer, type l'artificialisation. Et si je vais très vite au résultat, parce qu'on m'a demandé d'être court et je pense que c'est utile de ne pas être trop long dans ce genre de discussion, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas beaucoup de possibilités pour augmenter structurellement l'offre en biomasse, compte tenu, du fait qu'on est au taquet de productivité de beaucoup de nos écosystèmes et qui sont par ailleurs très fortement menacés par la perte de biodiversité et le changement climatique. Or, le développement des cultures intermédiaires, et ça je pense qu'il faut effectivement bien l'avoir en tête, ça fait une offre de biomasse supplémentaire. Mais par contre, on a une demande qui est quand même plus forte. Enfin, produire de la biomasse pour l'énergie, je pense que, ou en tout cas pour des usages en substitution à du carbone fossile, ça mérite quand même d'être quelque part dans notre tête. Je pense qu'il ne faut pas être trop radical sur nourricier versus le reste. Il faut faire les deux. Et la question, c'est comment on organise cette gestion-là. Et du coup, juste pour terminer, dans les chiffres que nous, on travaille avec certains collègues, aujourd'hui, grosso modo, sur 150 millions de tonnes de matière sèche qui sortent des champs, 80 sous forme de grains, 70 sous forme de résidus,
on en envoie 10 millions de tonnes en usage non énergétique. Ce que racontent les scénarios ADEME, c'est qu'idéalement, il faudrait plutôt aller à 40-60 millions de tonnes de matière sèche à 2050. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on peut aller là, c'est quoi l'équilibre offre-demande pour arriver à 40 à 60 millions de tonnes de matière sèche? La réponse, elle est double, il faut jouer sur l'offre et sur la demande. Sur l'offre, il faut développer un peu les cultures intermédiaires, on va pouvoir aller chercher 10-15 millions de tonnes de matière sèche. Au-delà, ça paraît pas vraiment crédible, mais il faut surtout jouer sur la demande et sur la réallocation des flux. Et aujourd'hui, dans ces 150 millions de tonnes de matière sèche en sol arable, je ne parle pas des fourrages, il y en a 25 qui partent en alimentation animale. Il y en a peut-être une partie de ces 25 qu'on va pouvoir réallouer à autre chose que de l'alimentation animale. Et puis voilà. Je pense qu'il faut poser ces questions-là d'allocation des ressources en biomasse. Je ne dis pas par là qu'il faut radicalement baisser toutes les sortes d'élevage. On a besoin de favoriser certaines formes d'élevage, ceux qui ne sont pas en compétition avec l'alimentation humaine et avec la production de biomasse renouvelable. Mais du coup, ça reste une forme d'élevage très particulière dont on va avoir besoin demain. Voilà. Non, une dernière question de la salle. Une nouvelle question de la salle, oui. S'il vous plaît. Oui, je ne vais pas monopoliser la question parole, très... je vais laisser un peu de temps. Oui, moi je trouve que le thème agriculture et énergie est très vaste. Ça me gêne un peu qu'on ne parle que de méthanisation. On aurait aussi pu prendre, pourquoi pas, le terme des fermes photovoltaïques et l'occupation des sols. Enfin, tel n'est pas mon propos. Moi, je voudrais prendre un petit peu plus de largeur de vue parce qu'on parle beaucoup du cycle du carbone, du CO2. On a parlé de l'azote, et là je rejoins ce qui a été dit, effectivement. Mon passé m'a amené à être aussi dans la fertilisation président du Comifère. Donc l'azote ammoniacal est un azote fragile, volatile, et quand j'entends dire des pendillards, non, les pendillards ne seront pas suffisants. Ce qu'il faut pour cet azote, c'est une injection, c'est ce que font les pays du nord de l'Europe. Et injection avec un risque de protoxyde d'azote plus élevé. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est toujours compliqué. De toute façon, il n'y a pas de solution idéale. Pourquoi le cycle de carbone doit nous amener aussi à parler du cycle de l'azote? Moi, je vois au moins deux raisons, parce que la photosynthèse ne marche pas, la fixation de CO2 ne marche pas s'il n'y a pas l'azote fourni pour produire les protéines, produire la chlorophylle, produire toute l'usine de la feuille qui est essentiellement à partir d'azote. Et puis tout à l'heure, vous avez parlé de la dépendance en calories, mais les protéines sont la deuxième dimension de la sécurité alimentaire mondiale. Et en protéines, pour faire 1 kilo de protéines, il faut 4 à 5 kilos d'azote. Oui, juste pour préciser, la dépendance calorique, elle est directement indexée sur la dépendance protéique de l'Europe. Oui, je sais qu'il y a les deux, justement. Donc il faut se préoccuper. C'est bien mon propos, c'est qu'il faut regarder le carbone et l'azote ensemble. C'est compliqué, mais... Alors, pour faire pas trop long, pour obtenir de l'azote, notre réservoir, c'est l'azote de l'atmosphérique. On peut le faire de façon biologique avec les légumineuses. On peut favoriser le recyclage avec les difficultés qu'on a vues au sujet de l'ammoniac. Et puis, on peut synthétiser l'ammoniac à partir de l'azote de l'air. Mais ça a un coût énergétique non négligeable et qui est une composante majeure du bilan énergétique de l'agriculture. Et là, c'est dommage qu'on n'en parle pas parce que je crois que c'est un domaine important. Et moi, mes questions, ce serait, alors pourra-t-on se passer de la synthèse de l'ammoniac un jour et utiliser peut-être du gaz naturel renouvelable, donc j'apprends le terme ce soir, mais est-ce que ce sera suffisant? Voilà. Est-ce que le recyclage de l'azote dont on parle sur le papier aussi, c'est très beau, mais on sait que dans le cycle de l'azote, on a beaucoup de pertes, pas seulement le protoxyde d'azote, pas seulement l'ammoniac, aussi des oxydes d'azote. Voilà. Donc, est-ce que ce recyclage sera suffisamment performant pour prendre une part plus importante, sachant qu'en France, on va avoir moins d'élevage, donc moins d'azote d'origine organique? Si, automatiquement, les effluents d'élevage sont le principal réservoir d'azote. Merci, voilà. monsieur, donc, pour cette votre question est vaste. Je vais vous demander conscient. des réponses courtes. La question était longue, mais des réponses courtes. Moi, je commence juste sur le bilan azote. Tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. On ne peut pas parler de tout, donc on sélectionne. La dépense énergétique pour faire de l'azote minéral de synthèse en France, c'est 50% de la dépense énergétique de l'agriculture en indirect, donc c'est 1,5% de la dépense énergétique finale de la France, c'est quand même pas tout à fait rien. Ensuite, peut-on se passer d'azote minéral? La réponse, c'est oui, mais. C'est-à-dire que nous, dans les bilans azote qu'on fait au niveau européen, on y arrive. Je précise quand même que les animaux, ils ne créent pas d'azote. Les animaux, ils recyclent l'azote. Non, mais juste pour préciser quand même. Donc la seule solution
pour que des animaux ils permettent d'avoir un solde positif sur une sol arable, c'est d'avoir des animaux qui vont permettre d'avoir des effluents, d'une excrétion azotée, sur la base d'une alimentation hors sol agricole. En gros, des prairies naturelles. Vous n'avez pas tellement d'autres solutions. Non fertilisées, parce que sinon, c'est le même problème. Donc, vous devez avoir des animaux au pâturage qui rentrent le soir pour excréter à l'étable. Et ensuite, vous devez maîtriser cet azote pour le réimplanter sur la sol arable. Donc ça, nous, dans le modèle qu'on fait, c'est 16% du bilan azote final. C'est des systèmes laitiers et mixtes qui sont sur prairies permanentes, non fertilisées, non traitées, avec 20% de légumineuses en prairies permanentes, et qui rentrent à l'étable tous les soirs. Donc vous voyez que c'est quand même pas complètement simple. Et juste l'autre poste de notre bilan azote, c'est 20%, c'est des cultures intermédiaires, 100% en légumineuses, avec tous les problèmes d'implantation d'une légumineuse en été qui ne lève pas du coup de la semence. Donc c'est possible, c'est quand même assez compliqué. Oui, bah, sur le problème azoté, de toute façon, en fait, en Bretagne, il y aura forcément une baisse de l'élevage. Ça, c'est évident, pour les problèmes notamment. On est plus de 130 millions, enfin entre 110 et 130 millions d'animaux produits par an en Bretagne, sur 5% du territoire. On a une densité de production animale supérieure à la Hollande. Il faut quand même le savoir. Hein, voilà. Donc, je pense plutôt que la priorité des priorités, c'est de répartir l'élevage. Enfin, déjà, on n'a pas forcément besoin d'exporter, notamment des poulets bas de gamme, etc. Mais c'est l'élevage qu'on produit pour le consommer. Hein, et on a besoin de consommer peut-être moitié moins de protéines animales, donc on peut baisser. Mais c'est l'élevage, le répartir, c'est-à-dire déspécialiser les régions qui ont été spécialisées, notamment par la PAC, hein, mais déspécialiser les régions pour avoir justement cet équilibre que permet la polyculture élevage, c'est-à-dire le retour au sol par les effluents des animaux qu'on produit, et si on peut les produire de manière à peu près autonome d'un point de vue fourrager. Voilà. Bien, merci donc madame. Une pression d'élevage à l'hectare beaucoup moindre, de l'ordre de 1 UGB, 1 UGB et demi. Très bien. Nous allons passer à la deuxième partie donc de notre débat, et pour répondre à l'objection de monsieur, on va quitter un peu la méthanisation pour parler aussi d'autres renouvelables, et notamment d'agrivoltaïsme qui se situe, d'ailleurs vous évoquiez ce qui se passe au niveau européen dans la grande bagarre des renouvelables qui émerge en ce moment au Parlement européen, puisqu'on a un bras de fer entre les députés européens et les États européens, dont la France, sur l'objectif renouvelable à l'horizon 2030. Pour faire très simple, les États européens, la France en tête demande 40% de renouvelables, parce qu'on est très en retard à l'horizon 2030. Les eurodéputés sont sur 45%. Alors, dans les nouveaux projets, il y a donc ces projets d'agrivoltaïsme, c'est-à-dire l'installation de panneaux photovoltaïques, pas uniquement, bien évidemment, au-dessus des bâtiments, mais, si j'ose dire, en cohabitation avec l'élevage ou d'autres cultures. Qu'est-ce que vous pensez, les uns et les autres, donc, de cette nouvelle pratique ? Alors, je fais juste une petite digression. Pourquoi on a parlé autant de la méta ? Parce que la méthanisation ou les méthanisations agricoles, on est dans le cycle du carbone, on est dans le cycle du vivant. Donc, c'est normal que ça nous touche fortement. C'est vrai. Et parce qu'il y a une tension, ça génère du foncier. Que pensez-vous de ce nouvel usage ? À partir du moment où on parle du photovoltaïsme et de l'agrivoltaïsme, oui. C'est-à-dire que la différence entre le photovoltaïsme et le photovoltaïsme, c'est sur les bâtiments, etc. L'agrivoltaïsme, on est encore sur des terres agricoles. Donc on va encore solliciter des terres agricoles en justifiant et en disant que si on le met à une certaine hauteur, ça peut produire de l'herbe en dessous quand même, ça peut protéger les animaux. Mais là aussi, pourquoi on ne travaille pas sur les solutions fondées sur la nature ? C'est-à-dire que les talus, les haies, ça protège les animaux, ça stocke de l'eau en plus, et en plus ça produit de la biomasse. Alors que l'agrivoltaïsme, pourquoi utiliser des sols agricoles, puisque on a tellement de bâtiments, notamment des bâtiments d'élevage, en Bretagne encore,
tellement de bâtiments, mais tellement de bâtiments, des constructions, tellement de parkings qu'on peut, tellement de délaissés d'autoroutes, tellement de barreaux routiers, tellement. Si on parle d'imperméabilisation, je vous donne les chiffres de la Bretagne, parce que c'est ceux que je connais particulièrement. L'imperméabilisation par les infrastructures routières, c'est 20%. L'imperméabilisation en Bretagne, par exemple. Voilà. Donc, ça vous donne. Alors, je voyais aussi qu'il y avait des études disant que les panneaux photovoltaïques peuvent générer de l'ombre et donc réduire, je veux savoir ce que vous en pensez, le stress hydrique, la sécheresse. C'est quelque chose qui vous paraît c'est fumeux ou c'est on n'a pas, je pense, on n'a pas assez de recul de ce point de vue-là, d'études. Mais en tous les cas, d'un point de vue environnementaliste et agronome, il y a des solutions fondées sur la nature. Pourquoi on ne veut pas fonctionner avec nos écosystèmes, faire des écosystèmes vivants, vivre avec? On a eu toute l'évolution humaine qui a fonctionné avec des écosystèmes vivants et à protéger ces écosystèmes. Et là, depuis la révolution industrielle, technologique, et depuis l'emballement technologique depuis une quarantaine d'années, on veut absolument donner des solutions technologiques. Mais la haie et les talus fonctionnent très bien pour faire de l'ombre et stocker de l'eau. Voilà. C'est aussi des revenus pour les agriculteurs. Mais les haies et les talus aussi. Si on veut faire de la biomasse, il faut savoir, c'est ce que disait tout à l'heure Pierre-Marie, c'est qu'on veut tout faire à notre sol. Mais notre sol, il est extrêmement fragile. Et donc, voilà, le problème d'agrivoltaïsme, alors là, moi je dis, pourquoi pas en faire sur tous les aéroports qu'on va fermer, puisque on est le pays au monde où on a le plus d'aéroports au kilomètre carré et au nombre d'habitants. Pierre-Marie, on va lui donner la parole. Qu'est-ce que vous pensez de l'installation de ces panneaux sur des serres, sur les toits des hangars Rapidement, parce que je pense qu'il faut aussi savoir reconnaître ses limites. Moi, je suis loin d'être un expert en agrivoltaïsme. Donc, il y a deux choses que je voudrais juste partager avec notre auditoire. Le premier, c'est un peu comme sur les questions alimentaires. La demande en ENR, elle va être fonction, l'offre qu'on va demander à l'agriculture va être fonction de la demande finale. Donc on a un tout petit enjeu là sur une réelle réduction de la demande et pas juste une sobriété à 10%, comme on nous en a parlé. Je veux dire, sur cette question de la réduction de la demande finale en énergie, c'est pas tout à fait un sujet nouveau. Et ce qu'on voit très bien quand même si on a un scénario S4 de l'ADEME qui est censé être un repoussoir, mais ça marche pas. Il y a des gens qui croient vraiment qu'il peut exister, ce scénario S4 de l'ADEME. C'est un vrai problème pour nous. L'ADEME les gens de l'ADEME eux-mêmes sont très ennuyés parce qu'ils avaient pensé faire un truc repoussoir qui allait permettre de dire aux gens, regardez, ça ne marche pas. Et en fait, il y a plein de gens qui disent, regardez, l'ADEME a dit que ça marchait. Gildas confirme. Or, ce que ça dit, c'est que ça marche pas parce que ça repose sur des tels paris technologiques et sur des tels trucs jusqu'au boutiste que ça fonctionne pas vraiment. Donc, si on est un tout petit peu plus raisonnable avec les paris technologiques qu'on fait, pour aller dans le sens de ce que disait, j'ai oublié ton prénom, Maëva. Effectivement, le premier enjeu, c'est d'abord de se donner les moyens de réduire drastiquement la demande finale en énergie. Maintenant, ça revient à une question structurelle pour laquelle je n'ai pas la réponse, je vous rassure tout de suite. C'est qu'en fait, cette réduction de la demande énergétique, c'est comme la réduction de la demande en protéines animales, ça suppose des changements de mode de vie structurels pour lesquels aujourd'hui on ne sait pas discuter. C'est pas qu'on ne sait pas faire, c'est qu'on ne sait juste pas discuter. C'est-à-dire que dès qu'on commence à parler de ça, on se balance des anathèmes à la figure. C'est un petit peu compliqué quand même. Voilà, bon, je m'arrête là. Bien, vous évoquiez la sobriété. Monsieur Passemar, je voulais vous donner la parole. Non, je reconnais, alors moi je suis pas loin d'être, c'est pas loin, je ne suis pas compétent pour parler de l'agrivoltaïsme. Simplement, alors à titre d'anecdote, parce que c'est toujours amusant, j'avais un collaborateur très proche dans l'équipe qui a travaillé sur la méthanisation pendant 10 années. Il s'est lancé dans l'agrivoltaïsme et donc avec les mêmes valeurs, on va dire, de vertu, puisqu'il était lui aussi persuadé que la méthanisation pouvait se développer dans des conditions tout à fait raisonnables et il se lance dans l'agrivoltaïsme avec les mêmes convictions. Donc, il doit y avoir matière à faire quelque chose. Et après, la deuxième chose, c'est il y a un moment donné, on veut produire des énergies renouvelables. Alors, je rappelle, la méthanisation est la seule énergie renouvelable qui a atteint ses objectifs. Enfin, juste le rappeler, c'est pour ça qu'on en parle peut-être un peu beaucoup.
il faut aussi trouver dans les autres énergies renouvelables des moyens de passer à la vitesse supérieure. Et l'actualité avec la loi d'accélération ONR, qui va vraisemblablement conduire au résultat à peu près inverse de ce qu'on attend, montre bien la difficulté qu'on a aujourd'hui pour mobiliser les hommes et les femmes des territoires pour faire plus d'énergie renouvelable. Donc il y a certainement des choses à faire avec l'agrivoltaïsme. Après, c'est des questions de curseur au bon endroit, et la question est d'une complexité Madame inouïe. Deleume veut vous répondre sur la méthanisation qui permet d'atteindre les objectifs, en tout cas pas l'objectif global. Non, simplement par rapport aux objectifs de la PPE tels qu'ils avaient été fixés, ils ont été dépassés. C'est bien le problème. Madame Deleume. C'est sur la notion de renouvelable. Je vous ai dit, la méthanisation, les méthanisations, on est dans le cycle du carbone, donc on est dans le cycle du vivant. Donc on ne sort pas des cycles du carbone. Hein. En termes de neutralité carbone, on n'a rien prouvé sur la méthanisation, d'accord ? Et par contre, dès qu'on parle d'autres énergies, comme l'éolien offshore, le photovoltaïsme, le thermovoltaïsme, la géo-ingénierie, enfin bon, il y en a des paquets, l'aérothermie, non pas la géo-ingénierie, la géothermie et l'aérothermie, donc il y en a plein. Il y a plein d'énergies potentielles sans rentrer dans le cycle du carbone et sans le perturber. C'est ça notre plus gros problème. Et sur la méthanisation, pour en finir, c'est qu'on est le dernier sujet ou un des derniers sujets pour lequel on devait travailler, c'était sur le stockage, le dernier rôle qu'on demande à l'agriculture, de stocker du carbone dans le sol. Eh bien, posez-vous cette question fondamentale. Est-ce que la méthanisation contribuera à stocker ou à déstocker du carbone dans le sol ? Globalement, je pense. Le problème, c'est qu'on a pour le moment, on a des modélisations et des chiffres sur 2-3 ans. À l'agro, notamment, il y a eu un travail qui a été fait pendant 70 ans sur l'évolution des sols. C'était à l'INRA de Versailles, à l'agro à Versailles. Bon, ça a été arrêté, c'est dommage. Moi, j'aurais voulu que ça continue, cette expérimentation. Et on voit très bien que la minéralisation notamment, et ça c'est un des enjeux des changements climatiques, l'augmentation de la température moyenne des sols, il n'y a pas que les océans qui augmentent en température, mais les sols aussi, ça augmente la minéralisation et la vitesse de minéralisation des sols. Donc, plus on va aller dans le temps, plus on va avoir du mal à avoir un complexe argilo-humique qui va nous permettre d'être efficace pour notre fertilité, avoir des écosystèmes vivants et avoir une capacité de stockage en eau. Bien, donc on ouvre ce débat, effectivement, pour lequel M. Passemard est tout à fait compétent. On a cette fois de séquestration et de stockage du carbone. Le sol, c'est finalement le premier puits de carbone après les océans. Et là aussi, on s'inscrit toujours dans cet objectif européen et français maintenant de neutralité carbone en 2050, avec l'idée qui est de séquestrer autant finalement de carbone que nous en émettons, et on émet quand même pas mal. Comment séquestrer le carbone? Quelles sont les solutions, je dirais, les plus développées? On sait très bien, vous l'avez déjà un peu évoqué, les prairies, ne pas laisser les sols nus, les cultures intermédiaires, mais qu'est-ce qui vous semble, je dirais, le plus opérant dans ces moyens? Qui veut répondre là? Moi, je peux commencer parce que je pense qu'il faut éviter de démarrer par qu'est-ce qui me semble à moi. Oui. La salle se file de ce qui me semble à moi utile. On a l'IDRI, l'ADEME, l'INRA. On a publié il y a 3 ans, il y a 2 ans pour le rapport complet, un travail fort fouillé sur le potentiel de stockage de carbone dans les sols agricoles. Et nous dit la chose suivante: on a un potentiel d'environ 30 millions de tonnes de CO2 équivalent de stockage dans les sols. C'est quand même loin de permettre la neutralité carbone du secteur agricole, très 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 loin. Et que il nous rappelle aussi que l'essentiel de ce stockage additionnel, il se fait en zone de grande culture, essentiellement à base de cultures intermédiaires qu'on réenfouit, et pas qu'on méthanise, je précise, à base d'agroforesterie intraparcellaire. C'est quand même quelque chose qui est quand même structurant. Enfin, je veux dire, dites à les céréaliers demain, allez mettre des arbres dans tous les champs. Gildas, à la GPM, ils ne sont pas très contents quand on leur dit ça.
16% c'est de la prairie temporaire, et puis le reste c'est un petit peu de prairie permanente, mais c'est très peu la prairie permanente. Donc en fait, on a quand même un gisement qui est pas si fou que ça, qui est extrêmement exigeant. Qui est limité dans le temps aussi, nous dit l'INRA. 30 ans. Et qui est réversible. Oui. Donc, faut être extrêmement vigilant. Et nous, ce qu'on dit à l'EDRI, et pour le coup, l'INRA est d'accord avec nous, ou on est d'accord avec l'INRA, peu importe, il faut surtout pas essayer, quand on regarde le secteur des terres, d'additionner du stockage avec des émissions pour dire la neutralité. Un, parce que le puits, il est pour tout le monde. Il n'est pas que pour l'agriculture. Et deux, parce que en réalité, le puits, il n'a pas du tout la même nature que les émissions. Le puits, il est réversible, temporaire, risqué, etc. Donc, c'est extrêmement délicat. L'INRA, qui est très prudente aussi, et qui dit dans cette étude qu'elle ne tient pas compte des changements climatiques attendus. Il n'y a pas de véritable projection, là, puisque... Et par ailleurs, non seulement elle ne tient pas compte des changements climatiques à venir, en RCP 2.6 ou RCP 4.5, peu importe, mais par ailleurs, la commande de l'ADEME et du ministère de l'Agriculture était très claire. Faites-moi un scénario de pratique séquestrante sans changement de système. Sans changement de système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça est considéré un mix produit constant. On produit à peu près la même chose, modulo les baisses de production liées à l'agroforesterie et les hausses de production liées aux cultures intermédiaires. Et les fermes sont les mêmes aujourd'hui que demain. Or, en réalité, on sait très bien qu'à système constant, les baisses d'émissions qu'on est capable d'atteindre, on l'a refait pour la coopération agricole, à la louche, c'est 25%. 25%. Allez, si on est très très généreux sur la technologie, on peut aller à 30%. Mais on doit faire le facteur 2 sur l'agriculture, on le sait. Au mieux, on fera 25% en optimisant, et au mieux, on fera 30 millions de tonnes de CO2 équivalent en stockant, en restant dans les mêmes systèmes. En fait, on n'y est pas. Oui, pour compléter vraiment votre propos, l'INRA, j'ai noté moi quelques chiffres. D'après l'INRA, la compensation serait de 6,8% des émissions actuelles et 41% quand même des émissions agricoles. Hors consommation d'énergie. Voilà, hors consommation d'énergie. Madame Delhomme, sur cet aspect de compensation, de stockage du carbone, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pour moi le rôle fondamental de l'agriculture, c'est de nous nourrir, c'est de stocker du carbone, c'est de garder la fertilité des sols et des sols vivants. C'est la chose la plus importante. Donc c'est d'entretenir ces puits de carbone, d'entretenir un bocage qui va permettre aussi la rétention en eau, hein, parce que un point qu'on n'a pas dit, c'est les cultures intermédiaires, elles ne produisent que s'il y a de l'eau. Or, vous avez vu, les autres aussi. Oui, mais cette année, on a eu des grosses déconvenues en matière de production de tonnage en cive. Voilà. On va vous donner un micro, monsieur, sinon on ne va pas vous entendre. Quoi. On va vous donner un micro pour une question. Voilà. Eh ben, on en a moins en été. On en a moins en été, et de moins en moins. Et les évolutions en termes, maintenant, on sait très bien qu'en termes, notamment, je parle toujours un peu plus pour la Bretagne, parce que c'est les chiffres que j'ai en permanence, je dirais, sous les yeux, on sait très bien que cette variabilité de pluviométrie est une des composantes extrêmement importantes en climat subtempéré, comme ce qu'on voit arriver, hein, est extrêmement importante. C'est cette variabilité de la pluviométrie, c'est-à-dire on n'a plus une pluviométrie répartie sur l'année, mais des pluviométries fortes à certains moments de l'année. Donc c'est très difficile, beaucoup plus difficile à gérer, et notamment si on a des sols qui ont de moins en moins de taux de matière organique dans le sol. Ça pose d'autres problèmes, notamment sur les drainages, etc. Monsieur Passemard, vous voulez réagir? Oui, juste petite réaction. Tout l'enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est par rapport à la biomasse, de passer sur des stockages longs. Parce qu'en réalité, on parle de durabilité, on parle de neutralité, mais une des principales, je dirais, vertus du stock, c'est d'être aussi long que possible. Et donc, aujourd'hui, il y a les sols, qui sont un des compartiments, mais il y a aussi les prairies qui sont très importantes, et il y a les forêts. Alors, je ne pense pas que l'objet aujourd'hui, c'est de parler du bois énergie.
on a quand même une réflexion importante à avoir sur la préservation de la forêt avec un climat qui est en train de modifier drastiquement les espèces qui vont être susceptibles de continuer à résister avec le réchauffement climatique. Donc on a un vrai sujet hyper important de ce point de vue-là, avec en plus l'enjeu, c'est de voir dans quelle mesure ce bois peut être utilisé pour du bois énergie, parce que là on raccourcit le cycle de stockage, donc c'est un enjeu important. Et il y a les prairies. Et les prairies, alors je sais que à un moment donné, il y a des réflexions à ce niveau-là, et ce que je vais dire, c'est juste les réflexions qui aujourd'hui circulent. C'est à partir du moment où on considère qu'il peut y avoir une baisse de l'élevage en France pour des raisons liées à la consommation protéinique, et notamment pour des raisons de rendement de ces protéines, on peut aussi se dire les prairies, il faut les préserver à tout prix, parce que ce sont des fantastiques puits de carbone. Et une des solutions pour entretenir ce puits de carbone, c'est quand même soit de le faire pâturer, mais s'il n'y a plus d'élevage, on ne peut plus le faire pâturer, soit de le faucher et d'utiliser l'herbe quelque part. Alors, vous m'avez vu venir, je vais reparler de la méthanisation des herbes de prairie, mais simplement, et je ne dis pas que c'est la bonne solution, je dis simplement, il faut absolument en France qu'on arrive à préserver les prairies parce qu'elles jouent un rôle essentiel dans cette séquestration du carbone. Les prairies et les haies. Et on voit bien qu'il y a un effort important, notamment dans le cadre du plan national France Relance. Je crois qu'il y a un objectif 2023 qui est de créer 7000 kilomètres de haies, non, Pierre-Marie? Voilà, non, mais voilà, il y a une attention, une sensibilisation. Il y a même des gens dans la salle aujourd'hui dont les épouses sont exploitants agricoles et qui replantent grâce à des aides qui sont fournies, des kilomètres de haies dans des terres agricoles qui n'avaient pas connu ces haies depuis des décennies. En faisant très attention parce qu'il y a haies et haies. Et il faut des haies et des talus qui aient une fonctionnalité en matière de biodiversité, de continuité écologique. C'est ce qu'on appelle la trame verte et bleue. Voilà. Il faut une trame verte qui soit efficace, hein, et pas des haies qui soient plantées en bord de route. Or, nous, on a presse-bocage, par exemple, en Bretagne, c'est-à-dire parce qu'on a une destruction phénoménale du bocage. Il y a eu des politiques régionales pour essayer de replanter du bocage, hein, donc de la haie. Sauf que ça a été essentiellement replanté en bordure de route, donc avec une inefficacité totale en matière de continuité écologique et d'enjeux de biodiversité. Donc ça veut dire qu'il faut là aussi qu'il y ait une prise en considération. Alors là, vous parliez de formation pour les agriculteurs en méthanisation. Moi, je dirais qu'il faut surtout, dans les lycées agricoles, qu'il y ait une formation beaucoup plus forte sur les écosystèmes, sur les enjeux d'agroécologie. Moi, personnellement, j'irais beaucoup plus loin, hein. Pour moi, il faut que ça sorte du ministère de l'Agriculture. Il n'y a pas de raison que la formation agricole reste dans le ministère de l'Agriculture. La formation des bacs techniques et technologiques ne sont pas au ministère de l'Industrie. Donc, pareil, si on veut en plus qu'il y ait beaucoup plus de jeunes qui ne soient pas issus du milieu agricole, qui réinvestissent, entre guillemets, en termes de main-d'œuvre, etc., l'agriculture, il faut absolument que la formation agricole intègre les enjeux écologiques, et la formation supérieure agricole et agronomique aussi, réintègre la formation écologique de manière fondamentale sur les fonctionnalités des écosystèmes. Ça, c'est extrêmement important si on veut s'en sortir en tant qu'humanité. Avec des co-bénéfices sur le plan environnemental, comme vous l'avez souligné, qui est de préserver la biodiversité, finalement, voilà, à travers les haies. Voilà, les haies, l'agroforesterie, etc. Alors, on sait que l'agroforesterie, c'est très compliqué, hein, c'est très compliqué avec la mécanisation, hein, notamment. Voilà, mais quid de la mécanisation parce que là, pour le moment, c'est de la mécanisation, notamment avec des énergies fossiles. Donc, on reboucle. Hein. C'est comme les cives, elles sont produites avec des énergies fossiles. Donc, c'est pas parce qu'on va mettre un peu de digestat que ça va changer le bilan énergétique du truc. Voilà. Donc, la question qui se pose fondamentalement, avant de vraiment bien structurer une politique agricole, c'est de restructurer la formation agricole et de l'ouvrir, de la faire rentrer dans le ministère de l'Éducation pour qu'elle soit, et avoir, on a le cas en Bretagne, on a un lycée qui est polyvalent,
lycée agricole et lycée général et lycée technique. Et ça, c'est quand même très bien pour la mixité des populations et l'ouverture du milieu agricole à tous les enjeux de la société. On parlait des enjeux de l'urbanité, etc., de la ville. Hein, et c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus ouvert. Ça ouvrira aussi les agriculteurs. Je dis pas qu'ils sont pas ouverts. Hein. Moi, je discute tout le temps avec eux. Hein. Il y a des gens très, très, très bien. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on a enfermé cette profession dans un tas de contraintes et de dogmes de productivité qui sont aujourd'hui très dommageables, notamment pour les sols et pour le vivant. Bien, je retiens de votre propos à tous les trois que la France possède donc un potentiel relativement important de séquestration du CO2. On a bien retenu, Madame Deleume, à condition d'enrayer la perte des prairies et des haies. Et donc aussi, et comme on va arriver vers la fin de ce débat, peut-être aussi de s'interroger un peu sur notre modèle agricole. Donc, je voudrais vous interroger tous les trois à ce sujet, voir un peu comment vous voyez les choses. On a parlé d'éducation. On peut peut-être s'interroger sur... On a eu des grandes lois d'orientation agricole, j'allais dire à la grande époque, dans les années 60 avec Pisani. Est-ce qu'il faut qu'on aille jusque-là ? Et comment voyez-vous ce modèle agricole tellement fragile en ce moment dans nos sociétés ? C'est tout à fait simple. À la télévision, vous auriez 30 secondes même, donc prenez les 45. Non, plus sérieusement, par rapport à ce modèle agricole, moi j'ai l'impression que ce qu'on s'est raconté aujourd'hui et dans les travaux que nous on conduit, effectivement, encore une fois, si on prend au sérieux les enjeux physiques qu'on a face à nous, je pense qu'il a été dit tout à l'heure, hein, sur le, moi je vais dire avec mes mots, de maintien du capital productif et de contribution à l'ensemble des autres attentes sociétales ou des autres besoins sociétaux, on a un double enjeu de transformation des modèles côté offre et de transformation radicale de nos pratiques alimentaires. On ne va pas pouvoir casser l'un sans l'autre. Donc tout milieu de chaîne. Tout le milieu de chaîne va évidemment être complètement concerné. Hein, on ne va pas faire changer les agriculteurs d'un côté, les consommateurs de l'autre, sans que l'industrie fasse sa part dans l'affaire. Et donc c'est une transformation de l'ensemble de cette affaire-là qu'il faut penser. Les grandes lignes, on les connaît, on en a parlé. Grosso modo, tous les travaux de prospective pointent vers les mêmes choses: réduction de la part de protéines animales, augmentation des fruits et légumes, réduction des pertes et gaspillages, rediversification des systèmes pour baisser la part des intrants dans les systèmes agricoles. On est à peu près tous d'accord là-dessus. Il n'y a pas vraiment de débat. Donc ça touche, vous avez vu, l'agriculture comme les pratiques alimentaires. Fondamentalement, ce que nous, on montre dans les travaux qu'on a menés sur la dimension économique de cette affaire-là, c'est qu'aux conditions de marché dans lesquelles on est, on a vraiment du mal à imaginer quelque chose qui tienne la route pour le monde agricole, comme pour le consommateur. Pour le consommateur, aujourd'hui, c'est un peu plus simple, parce qu'en gros, si on combine les effets de réduction des pertes et gaspillages et de changement de composition du panier, grosso modo, même sur les déciles les plus modestes, on arrive à peu près à maintenir un panier à coût constant si vraiment on fait l'effort de changer la composition du panier. Côté agriculture, les efforts de transition qui sont en jeu, ils sont quand même, et la baisse de production pour un certain nombre de secteurs, et dont la production animale, celle qui n'est pas sur prairie permanente, celle qui est en compétition feed food, ces réductions de production, en fait, on a du mal à les faire tenir avec un bilan économique qui est viable, quand bien même on baisse les charges, quand bien même on baisse l'intensité capitalistique, etc. Et je terminerai simplement en disant que finalement, ces questions qu'on est amené à se poser aujourd'hui sur le secteur agricole, nous, à l'IDRI, qui sont partagées par beaucoup de nos collègues et de nos confrères dans la profession agricole, ce n'est pas des questions qui concernent que le secteur agricole. C'est des questions qui sont fondamentalement des questions sociétales. On pourrait discuter du marché commun, des accords de libre-échange, etc. Mais finalement, ce n'est pas vraiment ça la question. Et si, pour terminer, j'ai deux phrases, si vous voulez bien. Si on regarde aujourd'hui des travaux qui nous informent sur durabilité et société, ils disent tous la même chose.
y compris le GIEC, même s'il le dit à demi-mot, parce que ça reste un panel intergouvernemental, ils nous disent il n'y aura pas de maintien du vivant sur la Terre si on ne change pas radicalement nos pratiques et nos modes de vie vers plus de sobriété. Et la question que ça pose, qu'on ne sait pas instruire aujourd'hui, c'est celle du découplage valeur-volume. Si on doit, dans les sociétés industrielles en tout cas, réduire notre empreinte matérielle fondamentalement, il va falloir qu'on produise moins de certaines choses. Peut-être plus d'autres, plus de services, plus de ceci, plus de cela, mais moins de tout ce qui consomme de la matière et de l'énergie. Mais si on veut rester dans le contexte où on est, où on va chercher un emploi pour gagner de l'argent, pour ensuite avoir un mode de vie, eh bien, il faut bien se poser la question de est-ce qu'il est possible de réduire notre consommation de matière et d'énergie pour produire des biens et des services, tout en maintenant un niveau de création de valeur qui est suffisante pour l'ensemble de nos concitoyens. Je vois monsieur qui secoue la tête, et du coup, je serais ravi de pouvoir continuer cette discussion pendant le cocktail. Madame Delhomme, donc là, vous rejoignez en tout cas aller vers une alimentation locale. Tout à fait. Moi, je vais juste donner les chiffres là aussi de l'ADEME. C'est qu'en moyenne en France, on est, je crois, à 9 tonnes ou 9 tonnes 5 de CO2 par habitant et qu'il va falloir tomber à 2 tonnes. Faites votre bilan carbone, vous allez voir. La classe moyenne, elle a 6 tonnes, entre 6 et 7 tonnes. Et les modifications en termes de, je dirais, de comportement, ça ne va pas être que alimentaire. C'est le plus facile, en fait, l'alimentaire. Le plus dur, je pense, ça va être la mobilité. Monsieur Passemard, donc alors, aujourd'hui, je ne vais surtout pas répondre à la question, simplement pour noter que qu'est-ce qu'on demande aux agriculteurs aujourd'hui? On leur demande de stocker du carbone, on leur demande de produire l'énergie, on leur demande de produire pas cher, mais on leur demande de produire en quantité suffisante, on leur demande de ne pas impacter l'environnement, on leur demande de préserver leur sol, on leur demande de préserver la biodiversité. Il y a un moment donné, il va falloir aider le monde agricole à aller dans une direction ou une autre. Et ça s'appelle la politique. Et je pense que dans le contexte actuel, il est important qu'on reprécise un petit peu ce qu'on veut, notamment au niveau français, sur l'évolution de l'agriculture, parce que on ne peut pas laisser quand même les agriculteurs comme ça, les agriculteurs au gré, je dirais, des évolutions, des changements de position évoluer. Il faut définir les politiques. Voilà, c'est tout. Bien, merci. Écoutez, oui, je crois que ça s'appelle la volonté politique, et c'est pour ça que je faisais référence à Pisani et aux grandes lois d'orientation agricole des années 60. Je crois que le débat va continuer avec la salle, a priori. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis.